Bonjour, alors aujourd'hui j'aborde, j'allais dire la dernière ligne droite, c'est l'avant-dernière ligne droite. Voilà le sixième volet de ce chapitre 4, consacré, oui c'est bien le quatrième chapitre et c'est le septième volet, je crois, c'est la septième unité, pardon. Certains pourront peut-être trouver, alors je me justifie un petit peu aujourd'hui, ce chapitre est un petit peu long, moi personnellement il m'intéresse beaucoup, je pense que c'était intéressant de montrer ça. La critique pourrait être que j'insiste énormément sur cet enchaînement, mais j'y tiens particulièrement parce qu'il est en général négligé. Je n'ai jamais vraiment vu d'ailleurs d'analyse de cet enchaînement, et c'est pour ça que j'insiste. J'insiste aussi, je le redis, je crois que je l'ai déjà beaucoup signalé, mais que ça n'est pas que le chromatisme qui m'intéresse dans cet enchaînement. Nous le verrons justement dans le dernier volet, puisque nous sommes dans l'avant-dernier. Enfin, il y en aura encore un autre après qui sera consacré à des exercices. Mais je parle de la partie que je traite encore aujourd'hui, qui sont les analyses d'œuvres. Donc je dis simplement, ça n'est pas que le chromatisme qui est en cause, mais c'est vrai que c'est le terrain, pourrait-on dire, le terrain d'élection du chromatisme, l'ensemble des sixtes qui se suivent. Alors aujourd'hui, comme je l'avais déjà dit, ah oui, puis l'autre petit élément, mais je crois que j'ai aussi beaucoup dit, je me répète beaucoup, j'aime bien me répéter, je crois qu'on l'aura constaté, donc c'est l'ensemble des sixtes, le chromatisme et aussi la sixte augmentée qui pointe le bout de son nez à pas mal d'occasions, et aujourd'hui nous la verrons encore une fois dans 2 ou 3 exemples. Alors aujourd'hui je consacre cette séance à des exemples pris chez Haydn et Mozart. Peut-être l'exemple de Chopin, on verra si nous avons le temps, si j'ai le temps, sinon je le ferai lors d'une prochaine séance. Oui, voilà. Donc, je prends comme premier exemple un exemple que j'ai déjà cité. J'insiste aussi sur l'aspect du travail que je fais. C'est un travail qui est basé, j'y tiens beaucoup, je tiens à le souligner pour que ce ne soit pas, que ce soit bien perçu, je pense que ça crève les yeux et les oreilles. Mais mon travail se fait à partir des exemples musicaux, à partir des œuvres musicales. Je n'ai pas de mépris particulier, bien évidemment, pour les traiter, mais ce qui prévaut dans mon propos, c'est bien l'exemple musical. Je traite la sixte augmentée, je traite le chromatisme à partir des exemples musicaux et j'en montre l'évolution, puisque j'en montre une exemplification qui est chronologique. Alors aujourd'hui, l'étape s'arrêtera autour de l'œuvre de Haydn. Haydn est vraiment le compositeur de la seconde moitié du XVIIIe siècle. Il est né en 1732 et il est mort, il avait déjà un certain âge, enfin pas tant que ça, mais enfin bon, en 1809. Donc il a bien connu Beethoven et il a bien connu les Mozart a vécu, est né après lui et est mort bien avant lui. Comme tout le monde sait, Mozart a une vie assez brève. Voilà, donc je prends un exemple que j'ai déjà pris, qui est le quatuor, je l'ai écrit ici, quatuor opus 76, le cinquième. Comme je l'avais déjà signalé, dans ses opus 76, 77, je crois, dans ce volume, il écrivait les quatuors par 6. Donc l'opus 76 comprend 6 quatuors, il s'agit bien du cinquième quatuor. Et c'est le deuxième mouvement, le mouvement lent, l'argot. Ce quatuor est en ré majeur. J'avais une petite hésitation parce que justement il y a une certaine originalité, comme c'est souvent le cas chez Haydn. Donc je dirais presque que ce n'est même plus une originalité, c'est presque une règle, c'est que les mouvements lents, comme je l'ai déjà dit, sont dans une tonalité différente des autres mouvements. Le quatuor est dans la forme sonate, je ne développerai pas ça, la forme sonate en 4 mouvements qui sont le premier mouvement, ce qu'on appelle l'allegro de sonate, le deuxième mouvement est le mouvement lent, troisième mouvement traditionnellement chez Haydn encore, c'est le menuet. Et puis le dernier mouvement est le fameux final. Donc la tonalité de la forme sonate et ici des quatuors, c'est la même tonalité pour le mouvement 1, 3 et 4. Et le mouvement lent, qui est le mouvement méditatif, qui change de caractère, est dans une tonalité différente. En général, on a coutume de dire que la tonalité serait, j'utilise un conditionnel, serait à la sous-dominante. On voit chez Haydn qu'on trouve pas de tout quand même, mais beaucoup de choses différentes. Ici, pour un quatuor en ré majeur, le mouvement lent est en fa dièse majeur. Fa dièse majeur avec 6,
je dis 6 dièse. J'ai l'habitude de dire 6 dièse, parce que quand je dis si dièse, ça ferait allusion à une note qui serait le si dièse. Donc il y a bien 6 dièse, fa, do, sol, ré, la, mi. Autrement dit, c'est la tonalité qui a un bécard, pourrait-on dire. C'est comme si la musique se faisait toujours avec cette dièse, et là c'est la tonalité à un bécard. Bon, je ne sais pas si je vais dire ça, peu importe. Donc on est en fa dièse majeur. Je l'avais déjà montré que chacun s'y reporte si besoin est, dans l'unité consacrée dans le deuxième chapitre à la quarté sixte, enfin aux différents types de quarté sixte, et j'avais utilisé ce quatuor le tout début de ce mouvement-là, en fa dièse majeur, pour montrer la fameuse quarté sixte de broderie. La quarté sixte de broderie, je le redis, je ne vais pas développer, c'est pas du tout le sujet, du tout, mais c'est bien quand j'ai l'accord de tonique à l'état fondamental, ici accord de fa dièse majeur, fa dièse, la, do dièse, que j'ai ça, qui monte sur, enfin qui monte, les deux voix supérieures se déplacent d'un degré et vont sur l'accord de si majeur avec le fa qui reste à la base. Donc j'ai bien fa la do qui devient fa si ré. Et je reviens à la position fa la do, enfin cet état stable. La quarté sixte crée une forme d'instabilité et retourner à la tonique à l'état fondamental, c'est retrouver la stabilité. Je joue, chacun s'en souviendra, je joue juste le motif, il est très important parce que l'exemple se fait à partir de ce motif. Là, ce que je joue est en fa dièse majeur, c'est bien do, fa, la, do, la, fa, ré, si, do, c'est tout, je joue que ça parce que c'est pas l'objet, et je montre l'harmonie tonique. Voilà la quarté sixte qui se résout. Et puis, dominante, etc. C'est pas l'objet. Alors maintenant, je tourne la page. Il y a un développement, bien évidemment. Et puis, ici, grosso modo, je peux même citer la mesure, c'est la mesure 41. Après un point d'orgue, un repos sur dominante, la phrase est réattaquée, plus haute que celle que j'ai jouée. Là, je suis dans le médium du piano. Voilà. Or, la phrase est réattaquée par le premier violon dans l'aigu dans une tonalité bien différente, en mi majeur à cet endroit-là. Et c'est donc, je la joue, je vais m'asseoir, je vais jouer cette phrase de violon, qu'on l'entende bien, parce que c'est quand même un repère important pour bien suivre le propos qui est ici. Attention, ça n'est pas ça. On est donc en mi majeur, donc on avait bien en fa dièse majeur, do, fa, dominante tonique, suivi de l'arpège, fa, la, do. Là, on est en mi majeur, donc j'ai si mi, si bécard, mi bécard, qu'on devra écrire, que le compositeur doit écrire sur la partition, puisqu'il y a 6 dièses. Donc. Alors voilà le thème en mi majeur au premier violon. Voilà, etc. J'abrège. Je le joue avec l'harmonie, donc c'est la même harmonie qu'au début, ça n'est simplement qu'une simple réexposition de ce motif. Mi majeur. Voilà. Eh bien, cette phrase étant énoncé, il reprend immédiatement, je reste au piano et je le fais, après avoir terminé cette phrase en mi majeur, ré dièse, mi, la, sol, repos sur dominante. Il reprend le même thème au premier violon, mais cette fois-ci en mi mineur. Et alors, je fais bien ce qui est écrit sur le tableau. Sol bécard. Je vais revenir au piano pour le rejouer, mais simplement ce que je montre, il y a un petit élément qu'on pourrait appeler de développement, c'est-à-dire qu'au lieu de dénoncer son thème complètement, il prend cette petite cellule ici, qui n'est pas petite d'ailleurs, cet élément-là. J'hésite un petit peu sur le découpage, mais je vais faire ce découpage-là, c'est tout. On pourrait faire ce découpage-là, peu importe, ça n'a pas grande importance. J'ai donc si
mi. Et attention, ici, il y a un unisson, mais quand je lis le premier violon avec les notes, j'écris évidemment, j'ai toujours fait, hein, on l'a bien vu, j'écris toujours sur deux portées pour rendre les choses faciles, et puis parce que je n'ai pas assez de place tout simplement, si j'écrivais vraiment pour quatuor, je ne pourrais pas l'écrire. Je ramasse tout sur deux portées, je le fais remarquer, j'ai bien ici, premier violon, ce sont les noirs, avec les notes qui ont les ampes vers le haut. Voilà le violoncelle, l'alto, et le deuxième violon est ici, il commence par unisson, c'est bien une ronde. Hein. Ici c'est un unisson, puis une blanche pointée. On le voit bien, ce deuxième violon. Et ici, j'ai respecté l'ordre, mais ça fait un petit fouillis de notes, on verra ça après, mais de toute façon ça ne m'intéresse pas trop, ce qui m'intéresse est ici. Donc j'ai bien le motif si, mi, sol, si, sol, mi, ré. Et on voit bien que ça démarre ici, que cet élément mi, sol, si devient ici ré, fa, si. Puis do, mi, la. C'est tout. Voilà. Je vais le montrer avec de la couleur ici, c'est ça qui m'intéresse. Voilà. Alors ça c'est une première chose, je vais le jouer pour que ce soit bien clair. Mais ce que je veux montrer aussi, évidemment, enfin c'est l'objet principal, c'est qu'on retrouve encore une fois cette basse chromatique. J'ai bien mi qui est la tonique. Alors attention ici, je le signale en vert, c'est bien tonique. Et je vais arriver ici sur si dominante. Pardon, dominante, je mets un beau 5 ici. Donc ce sont les deux fameuses bornes dont j'ai déjà beaucoup parlé. Et puis j'ai, pour la énième fois, le ré dièse puis ré bécard, do dièse puis do bécard, et enfin le si. Je le remonte, que tout soit clair. Mi, regardons la basse, c'est peut-être la chose la plus facile à lire. La note grave ici, mi. Le mi de départ tonique, le si dominante d'arrivée. Puis mi, ré dièse, ré bécard, do dièse, do bécard, si. Et tout ça est utilisé pendant l'énonciation de ce thème sous forme de marche harmonique. Je veux signaler aussi une autre chose, je l'avais déjà signalé à propos de Pergolèse, c'est qu'il y a certaines écritures, on en trouve chez Haydn, d'ailleurs dans les quatuors, ce n'est pas extrêmement courant, mais ça se trouve, où tout d'un coup, toute l'harmonie est gommée, il n'y a plus d'accord. On se souvient dans Pergolèse du motif où toutes les cordes jouent à l'unisson, mais en fait à l'octave, voire à la triple octave. Ici, il s'agit bien d'une triple octave. Mi, 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 ré, ré, ré. On est bien d'accord. Do, 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 etc. Ici, bon, et ici, le si devient... ici, il y a un unisson. Hein, donc c'est aussi 3 si, mais là, sous forme d'unisson, ce n'est qu'une octave. Donc ce que je veux dire, c'est qu'à la fois, il y a harmonie, et en même temps, il n'y a pas d'harmonie, c'est-à-dire que les trois instruments jouent en bloc. C'est un peu comme des piliers, des grands blocs, il n'y a pas d'harmonie. Mais en fait, l'harmonie est liée quand même par l'énonciation. Ici, par exemple, on pourrait dire donc qu'il n'y a pas d'harmonie, que c'est simplement un seul mi, mais l'harmonie est présente dans la mélodie, ce qui peut paraître paradoxal. La mélodie, le mi, sol, si, est en fait une mélodie harmonie, puisque c'est un arpège. Voilà. Ici, par exemple, on a bien l'arpège de tonique, mi, sol, si, arpège de mi mineur, et puis ici l'arpège de ce qui serait si majeur, ré dièse, fa, si, mais pendant l'énonciation de cet arpège, on a l'abaissement chromatique, le fameux abaissement chromatique. Cet accord serait donc ici à l'attaque est un accord de si majeur, mais à peine commence-t-il qu'il devient si mineur. De la même manière ici, donc ce qui m'intéresse c'est ça, ça ne nous apporte rien de plus, ça n'est simplement que l'élément mélodique, l'élément thématique qu'on a ici, qu'on avait au début, mais nous ce qui nous intéresse du point de vue de l'analyse, ce sont simplement ces trois sons qui forment arpège. Donc ici voilà encore une fois les trois sons qui forment arpège, de la même manière que j'ai ré, fa, si, j'ai bien sûr do, mi, la. Et ce sont les deux fameuses sixtes, il en manque une, il n'y a pas la sixte initiale, on a un accord ou un arpège d'état fondamental et on a deux sixtes. Et on va se retrouver ici sur ce qui aurait dû être un état fondamental, mais qui est en fait une quarté sixte. On a déjà vu la quarté sixte à l'arrivée. Je ne fais pas de commentaire là-dessus.
je redis ce que je voulais dire. On commence par l'arpège, il commence par l'arpège à l'état fondamental, mi, sol, si, puis les deux sixtes, les deux fameux sixtes qui nous intéressent. Je rappelle que, bien sûr, dans la forme initiale que nous avons vue, il y avait déjà une première sixte ici. S'il avait écrit mi, sol, do. Or, il se contente de la tonique et il ne fait pas allusion à la sixte ici. Donc, on est bien d'accord, j'espère être clair. Voilà, c'est tout. C'est un exemple qui me semble très très significatif et très intéressant. Alors, je vais tenter de le jouer, enfin, je vais même le jouer. Je joue une fois la ligne mélodique qu'on l'entende bien. Sol, bécard, si, sol, mi, ré. Fa, ré, do, bécard, si. Et puis après, j'ai autre chose. Ça module justement, c'est intéressant. Mais il aurait pu, je vais peut-être le faire d'ailleurs à titre, il aurait pu ne pas moduler, mais arriver sur la corde dominante à l'état fondamental. Donc maintenant, voilà la triple octave qui tombe ici. Je les joue, bon, je ne vais peut-être pas faire la vraie battue parce que ça n'a pas d'intérêt pour nous là pour l'instant, mais on a bien mi du violoncelle, mi de l'alto, mi du deuxième violon. Donc c'est un peu comme des piliers, des colonnes assez massives, comme ça. Là. Donc là, ça dure bien les quatre temps. Puis j'ai la sensible ABC, Ré dièse, Ré bécard, puis Do dièse, Do bécard, puis j'ai un saut d'octave, voilà. J'ai un saut d'octave, je note, je signale ce saut d'octave qui ne nous intéresse pas du point de vue de l'harmonie, mais cette octave-là, on descend bien, on voit bien les piliers d'octave, Mi, Mi, Ré dièse, Ré bécard, Do dièse, Do bécard, et ici, au lieu d'avoir une blanche pointée, sur le dernier temps, cette octave remonte ici, et créant ici un unisson. Pardon. Non, ce que je dis est faux, pardon. L'unisson résulte du Do, de ce Do, et de ce... Enfin, voilà. Ce sont les deux voix ici, ce sont les deux voix. Je ne vais peut-être pas gribouiller. Hein. Je crois que je me suis fait comprendre. Cet unisson est un unisson deuxième violon, premier violon. Mais pourquoi remonte-t-il? C'est que s'il avait voulu descendre Do si, il ne pouvait pas parce que le violoncelle n'a pas cette note, tout simplement. Hein. Ça c'est important, hein. Je pense que tout le monde le sait, mais si tant est que certains ne le savent pas, il faut connaître les cordes, c'est une des bases très importantes, hein, de connaître les cordes des instruments à cordes, du quatuor, le violoncelle, l'alto et le violon. La note la plus grave du violoncelle, c'est sa quatrième corde, c'est le Do grave. Donc le compositeur ne peut pas descendre sur le Si, il n'y en a pas. Donc quand on veut avoir Do si comme il aurait sans doute aimé le faire, eh bien il remonte pour pouvoir le jouer. Bon, je ne vais pas trop épiloguer là-dessus. Je crois que je me suis fait comprendre. Maintenant, je vais jouer l'extrait avec l'ensemble des choses, la base chromatique et le motif. Peut-être pas commenter ça parce que c'est hors de ce que nous étudions. Toujours est-il qu'ici, il n'arrive pas sur l'état fondamental, il arrive sur un accord de sixte, et en effet, c'est un accord de sol majeur, et il module à sol majeur pour arriver ici sur un accord de sixte et quinte barré, c'est-à-dire sur la dominante de sol majeur. Donc ça, c'est une modulation à sol, ça ne nous intéresse pas vraiment, nous, ça nous intéresse jusqu'ici. Ici, j'ai écrit de manière peut-être pas très lisible. Ça n'est pas très grave parce qu'il y a un croisement, peu importe. Je vais montrer encore une autre petite chose, je vais le rejouer, je vais arriver ici, je vais changer l'œuvre de Haydn pour qu'on l'entende bien, l'arrivée sur la vraie dominante. Voilà, parce que là il arrive sur une carte ici, et il module, etc. Voilà, donc je rejoue ici, si, mi, sol, bécard. Pas très bien ce que j'ai fait, mais je serais là, mi, do,
voilà, je rejoue une autre petite chose pour le faire entendre, parce qu'il faut comprendre ce que ça vient faire dans le développement, ça. Je le redis, ce qui précède, c'est l'énonciation de la phrase, la vraie phrase, en mi majeur. Et ça offre un contraste, évidemment, parce que d'une part, on est en mi mineur, il y a une forme de, si j'ose dire, d'âpreté, je ne sais pas quel terme employer, dans cette basse un petit peu... je ne sais pas comment la qualifier, il faudrait trouver un adjectif très adéquat. Mystérieux, non, c'est pas le mot mystérieux, ce serait un peu bébête, mais un petit peu avec une forme de lourdeur. Enfin, il n'y a pas l'harmonie. L'harmonie n'est que dans l'arpège du chant. Et on a tout d'un coup quelque chose comme ça d'un peu... je sais pas, il faudra trouver, j'invite tout le monde à chercher des qualificatifs. Donc voilà la mélodie en mi majeur énoncée dans la phrase précédente. Mi majeur. Quarte et sixte. Dominante. Puis une octave plus bas. L'harmonie de dominante de sol majeur, puis j'ai en effet sol majeur. Pardon, une octave plus haut. C'est l'alto cette fois-ci. Voilà, on entend le changement d'écriture. Je signale à l'avance. Alors, ce que je vais présenter maintenant, c'est justement la phrase suivante. Je fais juste une petite remarque, c'est qu'on est arrivé en sol majeur. L'alto attaque la phrase en sol majeur, donc dans le médium grave. Et ce sol majeur est là pour introduire fa dièse mineur. Or, sol majeur, quel est son rapport avec fa dièse mineur? Pareil, a priori, il n'y en a pas beaucoup, mais en fait, si, il est très étroit, puisque c'est l'harmonie ou la tonalité de la sixte napolitaine. Ce serait l'harmonie napolitaine, l'accord de sol majeur, mais là c'est étendu à toute la phrase est exposée en sol majeur, c'est étendu à une tonalité. On pourrait parler, on ne le dit pas habituellement, mais on pourrait parler d'un ton napolitain, c'est-à-dire d'une tonalité napolitaine, c'est-à-dire la tonalité du deuxième degré abaissé. Voilà. Donc maintenant, après ce petit exposé-là, je vais montrer, et je trouve c'est extrêmement intéressant, la phrase qui vient après. Je vais ôter le sol majeur, sinon ça nous prendrait trop de temps, pour exposer le motif complet en fa dièse mineur. Donc on se retrouve le ton du mouvement qui est fa dièse, mais cette fois-ci fa dièse mineur. Et encore une fois, on trouvera le chromatisme et l'apparition de l'utilisation de la sixte augmentée. Voilà. Je montre maintenant la suite. Avant de montrer la suite, j'ai bien envie de reprendre un peu avant, pour montrer, bien que ce ne soit pas le sujet, mais c'est quand même le sujet, c'est de montrer ce que c'est que cette conversation en musique qu'est le quatuor chez Haydn, parce qu'il y a un propos qui est tenu, comme dans une conversation. On est en mi majeur, je le redis, mais je vais le jouer plus ou moins bien, parce que c'est du piano, c'est très imparfait, mais c'est pas grave. On a donc l'exposition, l'exposition elle est tout à fait au début, mais ce passage-là, il y a une exposition du motif, comme je l'ai dit, en mi majeur, puis il est repris en mi mineur avec ce caractère très sombre et ces basses très sombres et un peu pesantes, qui plus est syncopé, je ne l'ai pas dit, mais on a bien tam, pa, tim, pa, bon, j'avais parlé de ce rythme dans la métrique, hein. Donc ce mi mineur. Après, ce mi mineur aboutit sur un repos sur dominante, enfin c'est pas un repos complètement parce que l'accord est renversé, c'est un 6-5 barré en sol majeur. Puis l'alto, c'est-à-dire l'alto, pas la voix, mais l'instrument alto, énonce le motif en sol majeur qui n'est autre que la tonalité du ton napolitain. Puis le même alto
énonce en Fa dièse mineur, pardon, oui, enfin, peu importe. On est donc en Sol majeur, peu importe, je passe les détails, on est en Sol majeur, et il aboutit sur une dominante de Fa dièse, qui est tout à fait normal. Sol à la basse devient Mi dièse 6-5 barré, et cette fois-ci, entre le violoncelle dans le grave pour énoncer ça, c'est-à-dire le thème en Fa dièse mineur, avec un chromatisme tel que je vais le montrer ici, tel que nous l'avons déjà beaucoup vu, pour aboutir sur une demi-cadence, un repos sur dominante en fait de la tonalité de Fa dièse mineur, donc l'accord de Do dièse majeur, avec un beau point d'orgue. Et à partir de là, on reprend le thème exactement comme au début en Fa dièse majeur. Pourquoi j'ai un petit peu développé ça? C'est pour montrer le côté pas tortueux, parce qu'on ne peut pas dire tortueux, il n'y a pas tant de tonalités dans lesquelles on soit passé, mais enfin il y a quand même une évolution des choses, Mi majeur, Mi mineur avec chromatisme, Sol majeur, tonalité disons napolitaine, Fa dièse mineur, repos sur l'accord de Do dièse majeur, et enfin le Fa dièse majeur qui rentre et qui fait ce qu'on appelle la véritable ici réexposition. Voilà. Alors je montre simplement maintenant ce passage-là, donc le passage dont je viens de parler, le passage où c'est le violoncelle qui chante le motif, on le reconnaît bien là, avec une modification qui a quand même une certaine importance et qui d'une certaine manière sonne légèrement faux au passage. Mais ça n'a aucune importance, enfin, en tout cas c'est Haydn qui l'écrit comme ça. Voilà le motif ici, au violoncelle, dans le grave, Do, Fa, La, Do, on reconnaît bien ce Do, Fa, La, Do, avec un La bécard, donc on est bien en Fa dièse mineur. Et ici, le motif original était Do, Fa, La, Do, et l'arpège La, Fa, Do, etc. La, Fa, Fa. Or là, on n'a pas La, Fa, on a Sol, Fa, Mi. Donc tout ça, ce petit élément pour introduire le Mi. Alors remarquons bien le chromatisme, je le signale. Voilà le Fa dièse tonique de départ. Voilà le Mi dièse sensible, ça c'est une sensible, je mets bien le plus, c'est bien un Mi dièse. Voilà le Mi bécard, donc les deux Mi, Mi dièse, Mi bécard. Puis voilà le Ré bécard et le Do. Alors remarquons bien qu'il n'y a pas eu le Ré dièse. Il est passé directement, c'est intéressant, on avait déjà vu ça, je ne sais plus où d'ailleurs, peu importe. Pas de chromatisme pour l'accord de sous-dominante, pour l'accord sur Ré, qui est le 6e degré de la gamme de Fa dièse, mais qui, peu importe, je passe là-dessus, on y reviendra. Je récapitule, et voilà le Do dièse. Ici, ce qui est intéressant, c'est qu'il le redit une deuxième fois. Ré, Do. C'est, si j'ose dire, rajouter. Ça est un élément, je le redis, rajouter, qui permet d'asseoir encore mieux, c'est une manière de donner une assise particulière à la demi-cadence et au repos sur la dominante qui est ici. Je les remontre que tout soit clair. Fa dièse, Mi dièse, Mi bécard, puis Ré bécard, Do dièse. Et de nouveau, Ré bécard, Do dièse pour affirmer cette dominante. Bon, maintenant, pour qu'on le lise bien, en ce qui concerne mon écriture, ma graphie, je vais dire ici, j'ai bien l'accord, j'ai bien l'alto, deuxième violon, premier violon. Et à partir de là, j'ai regroupé, avec une écriture plus instrumentale que vocale, l'écriture vocale habituelle où je sépare les ampes, là je les ai regroupés. On a bien les trois instruments, donc ça passe ici, on a bien l'alto, le deuxième violon, le premier violon, et on lit, je vais le lire là que tout soit bien clair, on a l'accord de Fa dièse mineur, Fa dièse, La, Do dièse, et qui est répété par ce qu'on appelle des battements, c'est-à-dire des croches comme ça, pendant toute la mesure. Alors j'ai dessiné la première croche du groupe de 4, la première croche du groupe de 8, il y en a bien 8, 8 croches comme ça, 4, plus 4, on est bien d'accord. Donc au lieu de les écrire, de passer trop de temps à écrire toutes les notes, ça devient vraiment fastidieux. On a bien 2, 3, 4, pam, 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 etc. Ici c'est pareil, c'est toute la mesure. Ici c'est 4 comme ça, puis 4. Ici les 8, ici les 8, et ici une blanche, une ronde même. C'est bien une ronde, non c'est une blanche, je me dis c'est bien, oui c'est une blanche. Ici, peu importe c'est mal fait, c'est pas grave, une blanche d'arrivée. Alors maintenant, je fais ce que j'avais dit, on le lit bien. Alors ici j'ai bien Mi dièse, Si, Do dièse. Ça en soi,
c'est un accord 6-5 barré, c'est un accord de dominante. Mais attention, ça n'est pas vraiment un accord 6-5 barré parce que ce qui compte, c'est la base fondamentale ici, Do, donc c'est bien un accord de septième de dominante à l'état fondamental, mais la fondamentale est différée. Je vais enlever mon 6-5 ici parce qu'il n'est pas complètement juste. Bien sûr, il est juste au pied de la lettre quand j'observe ça, mais enfin, bon, ce qui compte, c'est l'état fondamental. Ici, j'ai bien l'arpège Fa, La, Do, mais ce qui compte, c'est la note de basse et l'accord. Donc j'ai bien Fa, Fa, La, Do, accord de tonique à l'état fondamental. Ici, j'ai bien un bel accord de sixte, Mi, Mi, Sol, dièse, Do, Mi, Sol, Do. On me dira qu'on ne double pas, mais alors là, ce serait une constatation un peu inutile, totalement inutile même, on ne double pas la base de l'accord de sixte. Ici, bien sûr que oui, hein, il y a une cohérence dans cet accord Fa, La, Do, Mi, Sol, Do, bien sûr. C'est pas parce que le Mi qui est mélodique à la basse va changer quelque chose, Mi, puis Sol, puis Do. Bon, aucune importance. Donc je remarque bien les accords. Je le redis parce qu'il faut être très clair, il faut prendre le temps d'observer le texte. Hein. Fa, La, Do, Mi dièse, Sol dièse, Do dièse. Je dis les dièses pour qu'on soit bien d'accord, c'est bien un accord de Do dièse majeur. Puis voilà l'accord de Do dièse mineur, le fameux chromatisme de la basse, Mi dièse, Mi bécard. Donc il est bien ici, Mi dièse, Mi bécard. Donc ça est un accord de Do dièse majeur, et ça c'est bien un accord de Do dièse mineur. Et puis ici, très très intéressant, ça apporte bien sûr de l'eau à mon moulin, c'est ça que je voulais montrer. Ici j'ai un accord de sixte, c'est vraiment un accord de sixte, donc ce qui compte, on peut l'analyser tout de suite, bien le voir, ce qui compte dans cette mesure, c'est la basse, Ré. En fait, dans chaque mesure, ce qui compte, c'est cette note. Ces notes-là comptent moins, c'est simplement la ligne mélodique. Alors évidemment, au fur et à mesure où la ligne mélodique se développe, ça crée un renversement, un premier renversement de l'accord, puis un deuxième renversement de l'accord. Par exemple, ici, c'est un accord de sixte, les fameux sixtes qui nous intéressent, hein, bien sûr, mais du fait que la basse monte, c'est un accord de deuxième renversement, puis un état fondamental. Mais l'observation deuxième renversement, état fondamental n'est pas très intéressant. Ce qui compte, c'est la note d'attaque. Donc, je reviens à ce que je disais. Ici, l'harmonie, ce qui compte, c'est la note d'attaque ici. C'est comme si j'avais un Ré ronde, en fait. Je pourrais, d'un point de vue purement harmonique, réduire le violoncelle à des rondes. Fa dièse, Mi dièse, Mi bécard, Ré bécard, Do dièse. Puis de nouveau, Ré bécard, Do dièse en ronde. Donc, encore une fois, ça ne m'intéresse pas trop, c'est ça qui m'intéresse. Donc ici, j'ai bien un accord de sixte qui est Ré dièse, Fa, Si, mais évidemment, j'ai le fameux 7, 6. On l'a déjà vu dans Corelli, même chez Cavalli, je pense, en tout cas chez Purcell. Enfin, c'est un des sujets que j'ai abordé, c'est le fameux 7-6, c'est-à-dire l'appoggiature ou le retard. Le Do continue à sonner, donc c'est un retard. La note, la vraie note, c'est le Si. Et en plus, c'est un Si dièse, un Si dièse, c'est-à-dire une sixte dièse. Alors attention, d'un point de vue purement, pas factuel, je ne sais pas comment dire, au pied de la lettre, mon chiffrage serait faux ici. En fait, il est juste. Il est juste... oui, non, pardon, je me mélange un peu, qu'on m'excuse. Je reprends ce que je disais, ce que je disais était juste, donc j'ai été un tout petit peu troublé par la position. Ce chiffrage serait juste, c'est le vrai chiffrage par rapport à cette note. Parce que je redis ce que j'ai dit précédemment, ce qui compte ici, c'est le Ré bécard. Le développement d'arpège n'est pas très important, c'est un point de vue purement mélodique de la basse. Mais la basse, c'est comme, je me redis, je me répète beaucoup, c'est comme si j'avais un Ré bécard ronde. Je l'ai dit, donc je le redis. Et considérant Ré bécard ronde, je chiffre dièse 6 par rapport au Ré bécard. Mais si je devais chiffrer purement et simplement par rapport au La, ce serait dièse 2 ou plus 2. Voilà. Mais entendons-nous bien, hein, je chiffre ça, je fais une petite flèche par rapport à ça. Voilà, je crois me faire comprendre, hein. J'espère me faire comprendre. Donc je redis ce qui se passe dans cette mesure. C'est l'appoggiature ou le retard Do dièse Si, 7, 6, et quand là il y a résolution sur Si, le Si n'est pas un Si bécard mais un Si dièse, donc c'est une sixte augmentée. Remarquons bien au passage que de la présence du La,
qui se trouve du coup à la basse, mais enfin c'est comme s'il n'était pas à la basse, entraîne que ce serait, je mets des conditionnels, hein, du fait que la basse nous joue des tours en quelque sorte, ce serait une harmonie de sixte augmenté de type allemande. Voilà. On l'avait vu chez Bruckner, je me souviens, si c'était vraiment des états, tout ça en bloc, on aurait eu des quintes consécutives ici. Ré, La, Do, Sol. Mais c'est sous forme d'arpège. Encore une fois, ce qui compte, c'est cette note et cette note. On est bien d'accord que la résolution de la sixte augmentée, c'est bien Si dièse qui monte sur le Do, Ré qui descend sur le Do, Fa dièse qui descend sur Mi dièse, donc un accord de dominante. Et ici, j'ai eu deux, c'est l'équivalent de deux blanches, blanche, blanche, et il le refait encore une fois, pardon, pas ici, ici, avec ronde, ronde, c'est-à-dire qu'il assoit, je l'ai déjà dit, il assoit la vraie demi-cadence sous forme plus élargie. Bon, j'espère avoir été assez clair. Je vais donc le jouer, le faire entendre de une ou deux manières. Je vais le jouer comme il est écrit réellement. C'est quand même bien d'avoir le vrai texte. Alors attention, c'est du piano, tu sais, il n'est pas très bien accordé, je trouve. Enfin bon, peu importe, on ne va pas se lancer là-dedans aujourd'hui. Donc c'est un peu imparfait. Le parfait, ce serait d'entendre le vrai quatuor. Donc j'invite tout le monde à écouter ce mouvement et bien écouter ce passage-là à partir d'enregistrements qu'on trouve facilement sur Internet aujourd'hui. Donc écoutez le quatuor, il faut écouter le quatuor. Je vais donc jouer le vrai texte. Je vais jouer ensuite le texte avec ces notes-là non répétées, c'est-à-dire un accord plaqué. Et je vais encore plus le simplifier en faisant ce que j'ai dit, en mettant que des rondes. C'est là qu'on comprendra bien le fond de ce que je veux dire. Voilà. Alors j'y vais, je fais ce qui est sur le tableau. Donc j'ai bien un Mi dièse à l'alto. Voilà le Mi dièse, voilà le Si, voilà le Do dièse. Donc ça, avec le Do dièse grave. Donc on a bien affaire à l'accord, quand je joue bien ces quatre sons, Do, Mi, Si, Do. Do dièse, Mi dièse, Si bécard, Do, c'est bien une septième de dominante. Donc j'ai bien ça. Fa dièse. Répéter les accords, on va bien entendre ça. Donc, Fa dièse mineur. Pardon, je recommence. Je joue l'accord plaqué. Fa dièse mineur. Dominante mineure, Mi bécard. Puis je me dirige vers le Ré bécard. 7, 6, dominante. Il indique un crescendo. Et repose sur dominante. Et il écrit. Je le fais arpéger parce que j'ai pas les mains assez grandes. Il écrit Do, Sol, Mi, Do. Je peux pas le faire. Si je le fais, je remets la basse une octave plus haut, ça fait ça. Donc il réitère, il repose bien l'accord piano avec un point d'orgue à l'arrivée. Donc je le fais ici, point d'orgue avec un Do grave. On respire et le chant reprend comme au début. Autrement dit, après toute cette séquence un peu sombre, on retrouve le chant très limpide du début en Fa dièse majeur.
enfin je jouais un peu plus pour montrer ce discours qui continue, hein, c'est quand même très intéressant. Voilà, je crois avoir été assez clair. Je suis bien content de présenter ces choses. Je le redis, je l'ai déjà dit, mais je suis très content parce que ça permet de faire un peu le point sur cette base, de voir sa continuité, de voir des exemples. Alors je vais continuer. Hein. Alors là, dans les quatuors de Haydn, il y aurait beaucoup d'autres exemples. Très intéressants parce que très variés, ne ressemblant pas à ça du tout. Je vais quand même pas le faire parce que ça nous entraînerait, ça ferait vraiment des vidéos qui durent des heures et des heures et des heures. Ce serait intéressant, c'est très intéressant. En fait, je vais le faire quand même, mais sous forme écrite. Ce sera dans le petit volume que je prévois de faire sur les exemples. Donc ce sont des exemples comme ce que je fais ici, c'est-à-dire, je recopie l'exemple, j'en propose une version simplifiée et analysée, et ils seront classés. Donc on aura, par exemple, je ne sais pas combien, mais enfin pas mal d'exemples, là, ceux que je ne cite pas aujourd'hui, ils sont dans les volumes des quatuors, par exemple, il y en aura une dizaine, voire une quinzaine. Je crois qu'avec ça, on aura suffisamment de matière pour montrer la validité de cette analyse, d'une part, et puis la validité de cet enchaînement. J'ajoute quand même qu'il est très attaché, cet enchaînement avec cette base chromatique, à la période précédant ces périodes qu'on appelle classiques chez Haydn-Mozart, parce qu'on le trouve finalement assez peu chez Mozart, voire très peu même d'ailleurs. Hein. Il va un peu disparaître finalement. Il était spécifiquement attaché à l'époque que certains appellent baroque, c'est-à-dire vraiment le XVIIe siècle et la première moitié du XVIIIe siècle chez Bach. Et la période dite classique, c'est-à-dire Haydn-Mozart, eh bien il est présent encore chez Haydn. On peut presque dire chez Haydn c'est une forme d'archaïsme, on peut dire, enfin un attachement à des formules encore anciennes. Déjà chez Mozart il va être peu présent. Et puis on va en voir arriver un très bel exemple chez Chopin, que je montrerai aussi bien sûr. Voilà. Alors je vais montrer maintenant un deuxième exemple, ça c'était dans un quatuor de Haydn, je vais montrer quand même un bel exemple, parce qu'il est très différent, dans une sonate pour piano de Haydn.